Bonjour et bienvenue sur Algomus. Aujourd'hui, il est temps de faire le trait d'union entre la création d'une base de données et son utilisation dans un langage comme Python. Vous le savez maintenant, j'aime bien le langage Python, donc on va utiliser le langage Python pour cette vidéo. Pour Python, nous avons vu, au travers de pas mal de vidéos, comment en fait organiser notre environnement de développement, comment utiliser les différentes structures de base. Et d'un autre côté, nous avons vu au travers de quelques vidéos comment mettre en place en fait une base de données en analysant notre problème, en passant par les différents modèles Meurize, puis en implémentant notre base de données sous MySQL. Et bien maintenant, au travers de cette vidéo, je vous propose en fait de voir comment est-ce qu'on va pouvoir appeler directement à partir d'un programme Python des informations qui sont contenues dans une base de données MySQL. Nous allons voir les outils qu'il va falloir installer et un petit peu les différentes informations qu'il va falloir procurer pour que l'on puisse faire bien la transition des données entre l'environnement base de données et l'environnement de programmation. Donc pour cela, je vous propose directement de commencer avec l'installation de la bibliothèque qu'il va nous falloir pour utiliser du MySQL dans un langage de programmation Python. Et cette bibliothèque s'appelle MySQL Connector Python. Donc vous avez déjà vu, souvent on a déjà installé pas mal de choses en Python. On va réutiliser une fois de plus le gestionnaire de paquets de Python PIP. Et donc on va taper PIP install et le MySQL Connector Python. Donc on va lancer ça. Donc chez moi effectivement il ne s'installe pas puisqu'il a déjà été installé. Chez vous, vous allez probablement avoir une barre de progression. Et en fait, c'est la bibliothèque qui va contenir tous les outils qui va nous permettre de connecter Python à MySQL. Comment ça va s'organiser dans un programme? Eh bien vous voyez que maintenant, dans un programme Python, je vais pouvoir faire un import de MySQL Connector. Et je vais aussi pouvoir faire un import directement des codes d'erreur. On va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on va utiliser ça. Parce qu'avant de pouvoir utiliser un programme en Python pour accéder à une base de données, eh bien nous allons d'abord créer une base de données. Et pour cela, nous allons voir un exemple très simple que nous avons déjà vu au niveau de la base de données. Je cherche à modéliser en fait des romans et les séries dans lesquelles elles appartiennent. C'est-à-dire que Le Seigneur des Anneaux, par exemple, c'est une série de 3 romans. Donc les 3 romans, Le Retour du Roi, La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours, sont des romans en fait qui sont reliés à la série Le Seigneur des Anneaux. Donc on est sur quelque chose de très simple. On a créé 2 entités, une relation aidant. Pour les cardinalités, eh bien j'ai 0,1 du côté roman, ce qui veut dire qu'un roman n'appartient pas forcément à une série, mais s'il appartient à une série, il appartient au maximum à une série. Au niveau des cardinalités de la série, eh bien pour que la série existe, il faut qu'il y ait au moins un roman dedans, et il peut y avoir potentiellement plusieurs romans dedans. Très bien. Donc si jamais on passe au modèle logique de données, qu'est-ce que nous propose Looping ici? Looping nous propose de migrer le code série directement dans roman, en disant que si un roman n'appartient pas à une série, ce code série sera annulé. Ok. Il y aura une autre façon de faire, qui serait de créer une table à partir de l'association aidant, qui serait peut-être intéressante aussi, mais ce que nous propose Looping là reste sur 2 tables, et c'est ce qui va nous intéresser dans notre exemple, puisque rester sur 2 tables, ça reste un modèle assez simple que nous allons faire, dans lequel nous allons progresser. Donc les intérêts de logiciels comme Looping, par exemple, nous permettent aussi de générer directement un code qui sera le code de structure MySQL qui sera directement compréhensible par MySQL. Et donc lancer ce code va créer la structure de données. Il me reste donc à ouvrir maintenant Workbench, qui est l'outil que j'utilise, qui est l'outil qui est fourni directement avec MySQL, donc c'est quand même assez pratique puisqu'il est installé en même temps que vous installez MySQL. Et on avait déjà parlé un petit peu de Workbench au moment des vidéos sur les bases de données. Donc là, tout ce que j'ai fait, en fait, j'ai créé un script qui reprenait en fait la création de la structure de la base de données. J'ai donc créé 2 tables, une table série qui va contenir les séries, qui est définie par un code série et qui contient un nom de série en information, avec une clé primaire sur la série. On va voir tout à l'heure que cette notion de clé primaire, clé étrangère et les références que l'on fait d'une table à l'autre, en fait, on avait vu dans la base de données que ça permettait de garder une certaine cohérence des données. Par exemple, on ne pouvait pas supprimer une série s'il y avait encore des romans à l'intérieur. Eh bien, vous allez voir que tout cela est conservé, même si on fait les appels par Python. On le verra un petit peu plus tard. Donc j'ai aussi créé une table roman qui contient plusieurs informations. Elle est identifiée par le code ISBN, comme chaque livre. Elle a un nom, un auteur, une année de parution, un prix et le code série qui nous permet justement de faire le lien
avec la série. Le code série est donc une clé étrangère qui porte sur le code série de la table série. Donc, vraiment un exemple très simple. Une clé étrangère, chacune des tables a une clé primaire, c'est les seules contraintes que l'on s'est fixées sur cette table. Et puis, j'ai mis quelques données dans la table pour que l'on puisse la consulter. J'ai créé 3 séries, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et Les Robots, d'Isaac Asimov, et j'ai à chaque fois mis les romans qui correspondent dedans. J'ai aussi créé des romans qui ne sont associés à aucune série. Vous pouvez le voir là, par exemple, Neverwhere et Stardust de Neil Gaiman, qui n'appartiennent pas à une série, et pour lequel donc j'ai une valeur nulle pour le code série au moment de l'insertion. Tout simplement. Donc cette table, ce que je vais faire, c'est que je vais la créer, directement cette structure, et on va voir si on peut y accéder directement. Donc on va créer directement la table, mais ça va mettre un petit peu de temps, et on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour y accéder directement à partir de Python. Pour cela, je reprends mon éditeur, Atom ici, vous pouvez prendre l'éditeur que vous voulez, et la première chose à faire est d'importer finalement mon SQL Connector, la bibliothèque que nous venons d'installer avec le gestionnaire des paquets de Python. Pour cela, on va faire un import MySQL Connector, et on va aussi faire de MySQL Connector, on va importer plus spécifiquement la variable error code qui va nous permettre, la structure error code qui va nous permettre de filtrer les erreurs que pourrait nous ramener MySQL. Ce qui est quelque chose de très pratique, puisque c'est à partir des erreurs que nous remonte MySQL que nous allons pouvoir voir ce que nous avons mal fait ou les choses qui ne sont pas possibles de faire. On va voir quelques exemples directement. La première chose à faire, en fait, est de renseigner toutes les informations de connexion à la base de données. Alors, qu'est-ce que j'appelle les informations de connexion? Eh bien, ce sont toutes les informations qui vont permettre à Python de savoir à quelle base de données se connecter. La première information, déjà, c'est le user, c'est-à-dire avec quel identifiant vous vous connectez. On avait vu, pour l'instant, dans la base de données, on n'avait pas vu pour l'instant la gestion des utilisateurs, et on avait dit qu'on avait l'utilisateur qui était créé de base, c'était l'utilisateur root, et pour l'instant, on utilisait celui-ci. C'est pas quelque chose qu'il faudrait faire, puisque l'utilisateur root a effectivement tous les droits, et a les droits effectivement aussi de casser des structures, de casser des tables qu'on ne voudrait pas par exemple. Il serait toujours bon de créer un utilisateur, mais bon, là ça nous emmène un petit peu loin pour ce que nous voulons faire aujourd'hui. Donc on va utiliser l'utilisateur root, qui est créé de base. Je vais utiliser son mot de passe pour pouvoir me connecter, puisque quand vous vous connectez même au travers de Workbench à votre base de données, eh bien, il vous demande toujours quel est le nom d'utilisateur et quel est le mot de passe, pour savoir quels sont les droits que l'utilisateur aura sur la base de données. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément une bonne chose, puisque ça permet de voir que justement dans le programme, il y a le mot de passe en clair. Host, ici, ça va être sur quelle machine il doit se connecter. Donc là, je suis sur mon ordinateur, donc mon ordinateur a toujours l'adresse 127.0.0.1. C'est une adresse IP qui veut dire en fait va sur l'ordinateur sur lequel je suis. Donc ne change pas de machine. La database en fait c'est le nom du schéma auquel on va devoir se connecter. Donc le nom du schéma, je vous le rappelle, c'est quelque chose qu'on a sur le côté droit dans Workbench. Ici j'ai bien mon schéma roman dans lequel j'ai créé mes tables. Si je fais un refresh, j'ai bien créé la table roman et la table série. Et ce qu'on vous demande, c'est effectivement le schéma. Pour savoir, puisque vous voyez que là j'ai aussi plusieurs schémas, donc là on sait avec tel utilisateur, tel mot de passe, sur telle machine on va se connecter à un schéma bien déterminé. Et enfin le dernier c'est de savoir en fait si on veut afficher les warnings ou pas. Ok, donc on a maintenant un fichier de configuration, vous pouvez noter la syntaxe Python, en fait qu'on a mis tout ça dans un dictionnaire, qui va nous permettre d'accéder facilement à toutes ces informations là. Ensuite, on va créer une connexion. Donc c'est ma variable CNX. On va utiliser MySQL Connector Connect et on va lui passer les informations de configuration. C'est exactement ce qu'on a fait là. Et dans ce premier exemple, tout ce qu'on veut voir en fait, c'est savoir si la connexion se fait correctement. Donc, on a mis une gestion des exceptions autour. On va faire un try et on va faire une exception et là on va récupérer un code erreur qui est propre à MySQL. C'est pour ça qu'on avait récupéré justement MySQL Connector Error, donc on va prendre les erreurs qui sont dans MySQL Connector, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose qui est adapté à ce que c'est nous renvoyer MySQL. Et donc, là on a essayé de voir plusieurs cas de figure qui peuvent se passer.
soit l'utilisateur, la combinaison utilisateur-mot de passe n'est pas valide, et donc la connexion est impossible, soit en fait la base de données n'existe pas, et on s'est trompé quelque part. Soit on donne encore une fois un else qui permet de dire, eh bien toute autre erreur, tu me l'affiches quand même, histoire que je sache où j'en suis. Si jamais il y a une erreur là-dedans, je fais un exit, parce que je vais dire, je ne veux pas continuer le programme si jamais il y a une erreur de connexion. Puisqu'en fait, puisque j'ai un programme qui va travailler essentiellement sur ma base de données, si jamais il y a une erreur à la connexion, et bien derrière, je ne pourrai rien faire. Je n'oublie pas non plus à la fin du programme de libérer, de fermer la connexion avec un cnx.close qui veut dire en fait, je n'utiliserai plus la base de données à partir de maintenant, donc je referme ma base de données. Voilà, donc c'est très important de fermer la base de données, toujours cette notion de ouverture de la base de données, ouverture à l'accès, fermeture à l'accès de la base de données, parce que sinon, si vous ne fermez jamais et que vous ne faites que rouvrir des accès à la base de données, en fait, vous allez cumuler ces accès en mémoire, et au bout d'un moment, et bien, la mémoire va saturer et votre programme va s'arrêter. Donc là, on va tester juste ce programme, tel qu'il est, pour voir comment on accède à la base de données. Donc on va utiliser l'utilisation MySQL, et là, en fait, on ne voit pas grand-chose. On ne voit pas grand-chose parce que tout s'est bien passé. Voyons voir maintenant ce qui se passerait si on avait fait quelque chose de mal. Là, par exemple, je me trompe dans l'utilisateur. Et bien, si je me trompe dans l'utilisateur, vous voyez que le message va m'apparaître, l'utilisateur ou le mot de passe n'est pas correct. Donc, il est bien rentré dans la partie erreur, access denied error. Ok, donc ça fonctionne. Essayons de voir maintenant si je m'étais trompé de schéma, par exemple. J'avais oublié le A de roman, et je relance. Et on voit cette fois-ci qu'on me dit la base de données n'existe pas. Cette fois-ci, ce n'est pas un problème de couple utilisateur-mot de passe, mais c'est simplement qu'on a essayé d'accéder à une base de données qui n'existe pas. Et donc vous voyez qu'avec ce système de gestion des exceptions et des erreurs qui sont remontées par MySQL, on arrive rapidement à avoir pas mal d'informations sur les choses que nous avons peut-être mal écrites, mal tapées, des petites fautes de frappe, ça arrive souvent, et en fait MySQL va nous aider, nous mettre sur la voie pour trouver d'où vient notre erreur. Ok, donc on va remettre tout correctement, et donc nous avons une connexion qui marche. Donc ça c'est très bien, la connexion marche, donc c'est-à-dire que nous avons accès à notre base de données. Maintenant, comment interroger les informations qui sont dans la base de données? C'est ce que nous allons voir dans le prochain paragraphe. Donc la première chose que nous allons faire, c'est on va afficher des informations de la base de données. Et pour cela, j'ai décidé de faire une petite requête qui va faire qu'on va choisir tous les romans qui contiennent le mot robot. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai dans ma table des romans, on va le voir tout de suite, j'ai créé la série des robots de Isaac Asimov, et donc, si je regarde le contenu de ma table roman, vous allez voir que j'ai beaucoup de livres qui contiennent le mot robot. J'ai là les robots, un défilé de robots, nous les robots, le robot qui rêvait. Donc je vais normalement avoir au moins ces 4 livres qui vont sortir. Ok, alors comment je vais faire ça? Je vais reprendre mon code. Cette fois-ci, je vais devoir ouvrir un curseur. Donc le curseur, c'est une structure de données qui va contenir les informations qui vont permettre d'interroger la base de données et qui va contenir en retour aussi les informations qui sont récupérées par la base de données. C'est en fait la structure de données qui va faire le lien entre ce que vous demandez à la base et les réponses que vous attendez. Donc pour cela, il faut effectivement que la connexion soit ouverte. Vous voyez que je récupère mon curseur à partir de la connexion qui est ouverte. Donc la connexion fait directement référence au schéma roman auquel j'ai accédé avec l'utilisateur root et le mot de passe passe. Et ce curseur que je récupère, ce curseur seul, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais déjà créer une structure de tuple qui va contenir ma requête. Donc là, vous voyez que j'ai écrit ma requête pratiquement comme je l'aurais écrit en SQL. Select, non, from roman, where, non, like, ok. Donc, si j'avais voulu l'écrire en SQL, j'aurais fait un select, non, from roman. Je vais le faire un petit peu plus grand. Where, non, like, robot. C'est l'utilisation du like qu'on avait déjà vu. Et là, vous voyez en fait que le select non from roman where non like robot
va me donner les robots, un défi de robots, nous les robots, le robot qui rêvait. Donc on a bien les 4 romans qui contiennent robots. Super, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc maintenant, cette requête, on va essayer de la faire en Python. Donc je l'ai pratiquement écrit pareil, sauf que la seule distinction, c'est que vous voyez qu'ici, j'ai mis un %s. Alors j'aurais pu l'écrire exactement pareil, et ça aurait fonctionné. Mais là, ce que je voudrais vous montrer, c'est une spécification de ce qu'on peut faire en Python. C'est-à-dire qu'on peut dire que on peut donner des éléments variables à la requête. Et si jamais je voulais chercher, par exemple, une liste de noms, je voulais par exemple avoir tous les titres qui contiennent robot, puis je voulais avoir tous les titres qui contiennent tour, puis je voulais avoir tous les noms qui contiennent Harry, par exemple, eh bien j'aurais pu déclarer une seule fois cette requête, et je ferais uniquement changer le contenu de cette variable-là. Donc j'écrirai une seule fois une requête, c'est plus économique, et je changerai uniquement les valeurs sur lesquelles elle se base. Et les valeurs sur lesquelles elle se base, eh bien vous voyez que j'ai créé une deuxième variable, qui cette fois-ci va contenir % plus robot plus %. Donc là, en fait, je mets robot, le tag que je cherche, la chaîne de caractères que je cherche, et je l'entoure bien de caractères %, ce qui va me permettre justement d'utiliser dans le like avec les caractères %, et qui va me donner tout ce qui contient robot, soit au début, soit à la fin, soit entouré de quelque chose. Et donc ensuite, pour pouvoir exécuter cette requête, eh bien, je reprends mon curseur de sélection que j'avais déclaré ici, le curseur qui va faire le lien avec ma base de données, et je vais exécuter le select action, c'est-à-dire que je vais exécuter ma requête, et la requête va s'appuyer sur des valeurs que je vais lui donner dans un second champ. Donc là, vous voyez bien la structure que l'on a définie. On a défini à chaque fois des structures de tuples. Et là, si vous avez plusieurs variables définies, puisque vous pouvez avoir une clause where, par exemple, qui porte sur plusieurs variables, eh bien, ça fera à chaque fois une entrée en plus dans le tuple select value. Ok ? Donc maintenant, on a envoyé notre requête. Maintenant, ce qu'on aimerait avoir, c'est le résultat de cette requête pour pouvoir le traiter en Python. Et pour cela, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre curseur qui contient, je vous l'ai dit, les données qui vont permettre de filtrer la base, mais aussi les données de retour. Et on va récupérer avec la fonction fetchAll toutes les informations qui correspondent à la requête que l'on a envoyée. Tout cela va se mettre dans un result set. Et un result set, c'est un objet itérable sur lequel je peux naviguer. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre pour chaque i dans result set, c'est-à-dire que je vais parcourir chacune des lignes que m'a renvoyé mon result set, eh bien je vais afficher le premier élément, i entre crochets 0, qui est le premier élément. Donc, parce que vous avez vu qu'ici j'ai fait un select nom, donc j'ai qu'un seul élément, et donc je vais afficher le nom. Donc encore une fois, le result select, vous pouvez imaginer qu'il vous a renvoyé ça. Donc vous êtes en train de parcourir, quand vous parcourez le result select, eh bien à chaque itération, vous allez prendre une des lignes de la table que vous allez récupérer. Et en fait, là j'ai qu'une seule colonne, mais je pourrais très bien avoir deux colonnes, par exemple, si je rajoute l'année. Et donc là, quand je suis dans le premier élément de mon objet result set, eh bien je prendrai l'élément 0 pour avoir les robots, l'élément 1 pour avoir l'année, et ainsi de suite. Ce qui explique ici qu'on a bien les crochets 0 pour avoir le nom dans ma requête. C'est en fait un tableau de tableau, si vous voulez. Et donc, comme la connexion, je n'oublie pas à la fin de fermer mon curseur sélection pour dire je ne vais plus l'utiliser maintenant. C'est plus la peine de garder en mémoire cet élément de structure, qui peut être assez grand, puisque vous voyez qu'il contient à la fois les données d'entrée et les données de sortie. Donc pour libérer de la mémoire le plus rapidement possible, quand vous avez plus besoin d'un curseur, en fait, il faut le fermer avec la commande close. Voyons voir si tout cela fonctionne correctement. Donc je vais lancer mon Python. Et vous voyez que j'affiche le roman qui contient le mot robot, et j'ai les robots, un défilé de robots, nous les robots, et le robot qui rêvait. Parfait. Si jamais j'avais voulu chercher les Harry, par exemple, donc là je devrais modifier ici aussi, je relance, cette fois-ci j'ai les romans qui contiennent Harry, et j'ai Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter à la chambre des secrets, et Harry Potter le prisonnier d'Azkaban. Et vous voyez que je n'ai pas eu à modifier finalement ma requête select. J'ai juste eu à modifier les variables, et en fait ma requête select, elle est restée telle qu'elle. Et donc ça peut être un gain de temps, ça peut aussi être utilisé dans une boucle, où à chaque tour de boucle, en fait, vous ne redéfinissez que les valeurs des variables, et en fait, votre select reste toujours le même.
Donc on vient de voir, à travers de cette première partie, comment finalement déjà récupérer les informations d'une base de données. C'est déjà une bonne première étape. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir si on peut modifier aussi notre base de données au travers des instructions, par exemple insert, update ou delete. Donc insertion, mise à jour ou suppression. Donc ce deuxième paragraphe va nous montrer qu'effectivement on peut insérer des informations dans notre base de données. Donc on est sur une fonction un petit peu plus complexe, puisque effectivement au moment de l'insertion, on va devoir donner toutes les informations à insérer. Là aussi, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va rester assez semblable à l'instruction select, c'est que on a toujours la possibilité de séparer les valeurs des données des requêtes. Et donc ça permet, avec la même requête, de spécifier plusieurs valeurs. Alors dans cet exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer la série Hunger Games en entier, série Hunger Games qui contient 3 livres, 3 romans. Et on va voir comment on va faire ça. Donc, les datas de ma série, déjà, je vais créer un dictionnaire qui va contenir les données de ma série. Elle va avoir le code série 4. Alors pourquoi elle a le code série 4? Eh bien tout simplement parce que pour l'instant, j'avais déjà mis 3 séries. Vous voyez, 1 c'était le Seigneur des Anneaux, 2 c'était Harry Potter et 3 c'était les robots. Donc 4 c'est juste la suivante. Le nom de la série c'est Hunger Games. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est rouvrir un curseur. Donc le curseur, comme le curseur de sélection, c'est exactement le même curseur, va de nouveau se baser sur la connexion, et on va récupérer un curseur par rapport à la connexion, ce qui va nous permettre d'avoir accès à la connexion que nous avons ouverte. Nous allons créer une requête qui va faire un add série. Donc cette requête va se baser en fait sur un insert classique, on va retrouver exactement la syntaxe. On va insérer into la table série. La table série contient 2 champs qui sont code série et non série, et on va afficher les valeurs, on va mettre les valeurs dedans, code série, non série. Ah, ça c'est un petit peu différent par rapport à ce qu'on avait vu jusqu'à présent, c'est que avant on avait vu qu'on avait un %s, et là maintenant on a un % entre parenthèses un champ et s. Alors le %s c'est toujours un petit peu, c'est le type qui est toujours du type string. Mais alors à quoi correspond ce champ-là? Eh bien ce champ-là, on a eu la bonne idée en fait de se représenter ce champ-là, ça correspond au champ que nous avons déclaré dans le dictionnaire data série. Et donc pourquoi c'est une bonne idée? Eh bien tout simplement parce que vous n'êtes pas obligé de respecter l'ordre entre ce que vous mettez dans la structure de données et ce que vous mettez dans votre requête SQL. C'est en fait le lien va se faire sur le nom de la variable. Là, j'ai un code série qui va se retrouver ici. Là, j'ai un nom série qui va se retrouver ici. Et donc, vous pouvez utiliser une même structure pour finalement plusieurs requêtes. Et vous pouvez faire le lien directement sur le nom. Donc, c'est quelque chose de vraiment bien parce que ça permet justement de faire évoluer les choses. Vous pouvez avoir vos tables qui évoluent d'un côté, vous pouvez avoir votre programme qui évolue de l'autre. Et en fait, comme le lien est toujours fait sur un label, en fait, ça va être indépendant finalement de la structure de votre table. Donc le lien ici se fait sur le code série. Si jamais je veux insérer ma série, je vais chercher le code série, donc je vais insérer 4, et je vais insérer le nom série, je vais y faire référence à mon dictionnaire qui va me donner Hunger Games. Et donc je vais insérer 4 Hunger Games dans la table de série. Ok pour cette première partie. Il ne reste plus qu'à exécuter l'ordre, et pour cela en fait on va utiliser l'execute qu'on a déjà vu dans la fonction select sur mon curseur d'insert. Je lui donne un premier argument, ma requête, add série, et je lui donne les données de ma série, exactement comme ce qu'on a fait sur select. Ensuite, j'ai aussi quelques informations qui peuvent être contenues dans mon curseur, qui va dire par exemple combien est-ce que j'ai inséré de séries. Bon, là j'en ai inséré qu'une seule, mais on aurait pu imaginer, bon pas forcément dans l'insertion, puisque l'insertion c'est quand même quelque chose qui se fait un à un, mais si on met par exemple à jour plusieurs lignes dans une base de données, en fait, cette information, on pourra la récupérer ici avec le row count et va nous dire combien en fait de lignes on a mis à jour dans la base de données. Donc la première étape a été de créer la série. Il nous reste maintenant à créer les romans. Donc les romans, là je voulais vous montrer très simplement comment est-ce qu'on pouvait utiliser l'accès MySQL au travers d'une boucle et de garder toujours la même requête et de modifier uniquement les variables. Qu'est-ce que j'ai fait ici?
j'ai utilisé une liste de romans dans laquelle j'ai Hunger Games, l'embrasement et la révolte. Donc c'est les romans qui sont dans la série Hunger Games. Je les ai mis dans une liste. Et qu'est-ce que je veux faire ici? Tout simplement, eh bien je vais créer, je vais insérer dans la table roman, donc la table roman contient les colonnes ISBN, nom, auteur, année, prix, code série, les valeurs, eh bien code ISBN, nom, roman, acteur roman, année roman, prix roman, code série. Donc maintenant que j'ai écrit la valeur d'insertion, il faut juste encore que je définisse toutes les valeurs de ces variables dans un dictionnaire que je vais passer au moment de l'exécution. Et ça, je vais le faire maintenant dans un tour de boucle. Donc l'ISBN, je l'ai mis à 13, pour la même raison que le code série, je l'ai mis à 4. C'est pas forcément très élégant de le faire comme ça, mais c'est vraiment pour l'exemple, c'est de montrer que c'est à partir du 13e roman que ça va être créé. Et ensuite, ça va incrémenter. Donc, je parcours mes romans, donc Hunger Games, l'embrasement et la révolte. Je crée une structure de données en dictionnaire pour mes romans. Donc j'ai un code ISBN que je récupère d'une variable que j'ai définie ici. Je récupère le nom du roman qui est à chaque fois, le nom de chacune des strings que je parcours. L'auteur du roman est toujours Susan Collins. L'année du roman est 2015 pour les 3 romans. Le prix du roman est 7,95 € pour les 3 romans. Et le code série est à 4, puisque j'avais défini que le code série, quand j'ai créé Hunger Games, était à 4. Et donc vous voyez que dans cette boucle, je vais passer 3 fois. Une fois pour le roman Hunger Games, une fois pour le roman L'Embrasement, et une fois pour le roman La Révolte. Et systématiquement, je vais les associer au code série 4, aux informations qui ne changent jamais. Le nom du roman, je vais le piocher dans ma variable de parcours de roman. Et ensuite, à chaque étape, je vais exécuter l'insertion du roman. Et j'oublie pas de mettre ISBN plus 1, qui est mon identifiant, qui à chaque fois va prendre la valeur d'après. Et enfin, ce que je vais faire à la fin, c'est que je vais faire mon commit. Donc on avait déjà vu que le commit, c'était une instruction en MySQL qui permettait justement de valider une transaction. Et vous voyez que là, dans cette fonction, j'ai créé une série et j'ai créé les 3 romans de la série. Et je ne fais le commit qu'après avoir fait toutes les instructions. Ça veut dire que soit tout s'est bien passé et j'ai ma série et mes 4 romans et mes 3 romans dans la base de données, soit il y a eu une erreur quelque part et j'ai rien du tout dans ma base de données. Ce qui fait que je ne vais pas avoir, par exemple, que la série et les romans qui n'auront pas été insérés. Soit j'ai tout, soit j'ai rien. Et ça permet de maintenir la cohérence de la base de données. C'est pour ça que le commit n'est fait qu'à la fin. Et enfin, je clôt mon curseur pour libérer de nouveau la mémoire par rapport à, pour ne pas surcharger la mémoire avec des curseurs qui utilisent énormément de mémoire. Donc on va se mettre sur le paragraphe 2, j'y suis déjà, et on va essayer de voir ce que ça fait. Donc il me dit qu'il a une série, il a inséré une série, il a inséré un roman, un roman, un roman. Ok. Vérifions maintenant directement avec Workbench si tout a été fait correctement. On va déjà commencer par la série et on voit qu'il a bien inséré Hunger Games à 4. Ok, ça c'est bon. Voyons maintenant dans la table roman. Dans la table roman, on voit qu'il a inséré 13, 14, 15, Hunger Games, L'Embrasement, La Révolte de Susan Collins, à chaque fois 2015, 7,95 € et qui appartenait à la série 4. Ok, super, donc il a fait tout correctement. Et vous voyez que là, on est arrivé à créer, on a fait l'insertion dans la base de données à partir d'une boucle. Donc là, c'est un exemple très simple, mais on se rend compte en fait qu'on est obligé de déclarer une seule fois la requête SQL, et en fait, c'est juste les valeurs des variables qui pourront être redéfinies. Donc c'est quelque chose qui peut nous faire gagner énormément de temps. On va juste voir encore une troisième partie qui va concerner la suppression dans la base de données, puisque je ne vais pas revenir sur la mise à jour dans la base de données, puisque la mise à jour dans la base de données serait pratiquement pareil que l'insertion. Vous écrivez une fois votre requête de mise à jour, vous faites varier les valeurs dans un dictionnaire, et vous passez votre dictionnaire en même temps que la requête, et votre insertion se fait. Votre mise à jour se fait. Donc il n'y a pas de grande différence.
On va juste voir la suppression, puisque la suppression va justement mettre en place les mécanismes de cohérence de base de données, de clés primaires, clés étrangères, et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut avoir des informations au niveau justement de la gestion des clés étrangères si jamais on a quelque chose à corriger. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais créer une requête. Donc là, maintenant, on a la syntaxe qui est toujours à peu près la même. On va créer un curseur qui se base sur notre connexion. Et on va créer une requête delete from roman where non égale et %s, une variable. Je vais créer une variable qui va contenir les données. Donc cette fois-ci, quand je l'ai créé comme ça, on a vu tout à l'heure qu'on avait créé avec un dictionnaire qui nous permettait de rattacher le nom à un label. Cette fois-ci, en fait, j'utilise simplement un tuple, et un tuple, en fait, ça va le prendre exactement dans le même ordre qu'ils sont définis dans la requête, puisqu'un tuple n'a pas de label par définition. Donc je vais tout simplement exécuter la suppression de mon roman, et je vais aussi renvoyer justement le tuple qui contient les données data roman. Puis je vais faire un commit pour valider la suppression et je vais voir combien de romans ont été supprimés. Donc, on voit bien que dans Select Roman, pour l'instant, ici en set j'ai Neverwhere de Neil Gaiman. Si jamais je lance mon utilisateur, on me dit qu'un roman est supprimé. Et si je remets à jour, vous voyez que là il y a un saut 6, 8, le roman 7 a bien été supprimé. Ok, donc ça a l'air de fonctionner. Maintenant, on va voir un petit peu comment ça va se passer si jamais j'ai des problèmes de suppression. Vous voyez là, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais essayer cette fois-ci de supprimer la série dont le nom de série est Hunger Games. Donc c'est la nom de série que je viens, la série que je viens de créer à la partie précédente. Sauf que si vous vous rappelez bien, le problème c'est que le nom de série, le code série qui est ici, dans la série, en fait, est une contrainte de clé étrangère pour la table roman. C'est-à-dire que là, j'ai un code série qui permet de faire le lien entre le roman et la série à laquelle il appartient, et il y a une clé étrangère qui permet de dire qu'il y a un lien entre les deux. Donc, normalement, si jamais je supprimais Hunger Games et qu'il y avait encore des romans rattachés à la série Hunger Games, je devrais avoir un problème. Voyons voir ce que me dit Python quand j'exécute ce programme. Ouais, ok, bah voilà. Donc lui, il m'a planté, en fait, on va dire les choses comme elles le sont, et il dit des messages d'erreur qu'il va falloir fouiller, cannot delete or update a parent row, a foreign key constraint failed. Donc en fait, on a une violation de clé étrangère. Alors tout ça, c'est pas très joli, parce que là, j'ai vraiment eu un plantage que je n'ai pas récupéré, qui est assez dommage, et qui en plus est assez pénible à lire. Donc, quand c'est comme ça, ce que je vous propose, c'est que autour de l'exécute, au moment où vous allez faire l'exécute de votre requête, en fait, tout ça, vous le mettez autour d'un try et vous reprenez les exceptions que vous avez là. Donc là, ça ne va pas être des exceptions de connexion, mais en fait, ce qu'on va faire autour, c'est que on va juste écrire le message d'erreur en clair. Pourquoi c'est intéressant de faire ça comme ça? Parce que vous voyez que là, j'avais encore une phrase qui disait « je termine correctement ». Et vous voyez que « je termine correctement », dans mon exécution, je ne l'ai pas. Donc il y a vraiment eu un plantage, le programme s'est interrompu, et en fait, on n'a pas pu rattraper l'erreur. L'intérêt de faire un try, d'essayer de récupérer les exceptions, eh bien, ça va justement être de pouvoir récupérer une erreur, et de ne pas justement partir en plantage, mais de pouvoir réagir en fonction de cette erreur. Vous voyez que si maintenant je mets un try d'exception autour, là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va me dire? Eh bien, il va me dire, alors, je vais faire un peu de place, il va me dire qu'il a une erreur Oracle, enfin une erreur MySQL 1451, donc ça c'est une référence que l'on peut chercher, cannot delete or update a parent row, a foreign key constraint fails. Ok, donc là il est en train de me dire que, vous voyez que la référence sur la série code série pose problème, puisque je veux supprimer une série dont le code série se trouve encore dans la table roman. Et là, vous voyez qu'il écrit « je termine correctement », ça veut dire qu'on a récupéré l'erreur, et on n'a pas planté salement, mais on a permis au programme de continuer à s'exécuter.
Et donc, en fait, on peut réagir par rapport à cette erreur. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ici? Eh bien, en fait, plusieurs façons de réagir. Soit, effectivement, c'était une erreur de vouloir le supprimer, puisqu'on ne voulait pas le faire. Soit, en fait, c'est une protection qui vous dit, si tu veux le supprimer, supprime d'abord tous les romans, et quand tu auras supprimé tous les romans, eh bien, tu supprimeras la série. On peut aussi se dire, mais non, mais moi, quand je veux supprimer une série, je veux forcément supprimer les romans qui sont dedans, et si vous êtes dans ce cas de figure-là, eh bien, il y aura forcément quelque chose à modifier au niveau de la base de données. Vous pourrez faire, par exemple, un on-delete cascade, qui permettra, lorsque vous supprimerez la série, de supprimer directement tous les romans qui y sont attachés. Donc là, si vous avez une erreur comme ça, c'est juste MySQL vous demande en fait de préciser les règles de gestion que vous voulez mettre en place. Donc, au travers de cette petite vidéo, on a vu qu'on pouvait sélectionner des informations dans une base de données, les utiliser ensuite dans un programme Python. On a vu qu'on pouvait modifier également la base de données, les données, avec une insertion, une mise à jour, ou même supprimer des données. Il est tout à fait possible aussi de créer des bases, de faire des alter-tables ou ce genre de choses, bien que je ne pense pas que ce soit souvent utilisé quand même dans un programme, de toucher à la structure de la base de données. Normalement, on utilise quand même plus les données qu'on touche vraiment à la structure. Et en fait, ça nous donne un bon aperçu maintenant que on peut stocker nos données dans une base de données, MySQL, et les récupérer en Python. Donc ça, c'est quand même déjà bien. Ça permet justement de structurer notre programme, de ne pas avoir des données en dur dans notre programme, mais de les stocker dans une structure qui est vraiment adaptée à la gestion des données, une base de données. Donc là, on a vu encore par travers de cet exemple, on a beaucoup travaillé en mode console, on a lancé les programmes, on a essayé de voir ce qu'étaient les résultats. C'est pas forcément encore très joli, donc la prochaine étape, ça serait peut-être effectivement de voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser Python pour afficher des données plutôt dans un environnement web. Et ça, on va le voir au travers de Django dans une vidéo future. Voilà, bonne journée!